Comme dit un vieux proverbe africain, quand l'arbre tombe, on entend le bruit. Quand la forêt pousse, personne ne remarque. Et mes amis, devinez quoi? Les aéroports américains font aujourd'hui plus de bruit en tombant que de voyageurs en décollant. Bienvenue sur Room Amérique, votre chaîne préférée pour comprendre ce grand cirque qu'on appelle les États-Unis, sans langue de bois, avec ce ton satirique qui nous vaut parfois des sourcils froncés à Washington. Alors, laissez-moi vous poser une question directe. Quand vous pensez aux États-Unis, vous imaginez des gratte-ciels étincelants, Hollywood, la Silicon Valley, Broadway. Mais imaginez maintenant la même Amérique avec des aéroports dignes de western abandonnés. Bizarre, non? Et pourtant, c'est bien la réalité. De New York à Miami, de Los Angeles à Boston, les terminaux se vident, les compagnies plient bagages, et les passagers préfèrent faire escale à Toronto, Doha, Singapour ou Istanbul. Oui, l'Amérique, la nation qui se vantait d'être la porte du monde, se retrouve aujourd'hui avec des portes automatiques qui grincent. Alors, restez avec nous. Parce qu'aujourd'hui, on va plonger dans la plus grande crise aéroportuaire de l'histoire américaine. Et vous allez voir, ce n'est pas seulement une histoire de vol annulé. C'est une radiographie du déclin d'un empire, avec un humour qui fait moins mal qu'un contrôle de sécurité à Newark. Partie 1, le fact-check qui pique. On dit souvent, les chiffres ne mentent pas, mais encore faut-il savoir les lire. Et dans ce cas précis, accrochez vos ceintures, parce qu'on va décoller même si, selon certains, les avions américains seraient cloués au sol. Depuis quelques semaines, un récit tourne en boucle, les aéroports américains sont vides, les voyageurs s'enfuient vers Toronto, Dubaï ou Singapour. Une belle histoire de déclin américain, racontée avec la même intensité qu'un mauvais film catastrophe du dimanche soir. Mais voilà, quand on regarde les données réelles, c'est plutôt Fast and Furious que The Walking Dead. New York JFK, le soi-disant fantôme devenu recordman. Prenons l'aéroport JFK, la porte d'entrée emblématique de New York. Dans ce scénario apocalyptique, on devrait voir des couloirs sombres, des files inexistantes et des comptoirs abandonnés. En réalité, 2024 a été l'année la plus chargée de toute l'histoire de JFK pour les vols internationaux. 35,3 millions de passagers. Oui, 35 millions. Ça ne ressemble pas exactement à une zone fantôme, sauf si votre définition d'un terminal désert, c'est Times Square le soir du Nouvel An. Et pourtant, certains continuent d'affirmer que JFK est à l'agonie. Si c'est ça l'agonie, je propose qu'on mette tous nos investissements là-dedans. Newark, du chaos bureaucratique aux chiffres records. De l'autre côté de la rivière, Newark. On nous le décrit comme un labyrinthe de frustration où les passagers ne passent plus. Et pourtant, 13,7 millions de passagers internationaux en 2024. Un record absolu, encore une fois. Alors oui, l'expérience peut être lente, désagréable, avec ses files interminables et son parfum d'administration. Mais soyons honnêtes, depuis quand Newark a-t-il été autre chose qu'un marathon bureaucratique? Les chiffres disent que malgré les plaintes, les gens continuent de passer par là et en masse. Comme quoi, le chaos, c'est peut-être ça, la véritable tradition locale. Miami, la capitale des Amériques, qui explose les compteurs. Descendons à Miami, supposément frappé par un effondrement des flux du Brésil, de l'Argentine et de la Colombie. Les chiffres, encore eux, nous racontent une autre histoire. 23,4 millions de passagers internationaux en 2024. Non seulement un record, mais une preuve que la ville reste le pont entre le nord et le sud. Alors, effondrement? Ou simple coup de chaleur rhétorique? Si Miami a vraiment perdu sa couronne, il faudra expliquer pourquoi les hôtels continuent de surbooker, pourquoi les restaurants ne désemplissent pas, et pourquoi les influenceurs continuent d'inonder Instagram de stories depuis South Beach. Boston Logan, la ville étudiante toujours sur la carte mondiale. Ah, Boston, capitale intellectuelle, berceau de Harvard et du MIT. On nous dit que ces liaisons avec l'Europe s'effondrent, que les étudiants étrangers fuient. Pourtant, 8,7 millions de passagers internationaux en 2024, un record historique. Si les étudiants étrangers disparaissent, ils ont la drôle d'habitude de continuer à remplir les avions. Boston Logan n'est peut-être pas Dubaï, mais si c'est ça le déclin, beaucoup de villes rêveraient d'un tel désastre. Los Angeles, le glamour qui ne se démode pas. Los Angeles. On nous décrit des terminaux désertés, des compagnies asiatiques en retraite. Or, LAX a accueilli près de 75 millions de passagers en 2024, dont une bonne part d'internationaux. Les compagnies asiatiques ne sont pas parties, elles réorganisent. C'est vrai, Singapore Airlines ou Cathay ont ajusté leur vol. Mais croyez-moi,
Si vous voulez voir un terminal vide à LAX, il va falloir venir à 3 heures du matin, en plein lundi de janvier. Et encore, vous risquez de tomber sur une file d'attente. Portland, pas un désert, juste Portland. Et enfin, Portland, qu'on nous présente comme la caricature du terminal en ruine, abandonné par Lufthansa, British Airways et d'autres. Les chiffres ? 20,4 millions de passagers en 2024. Pas un record, mais très proche des niveaux d'avant la pandémie. Voyons clair, dire que les aéroports américains sont « vides » est une fiction. Les faits sont têtus. New York est plus saturé que jamais. Miami cartonne. Los Angeles résiste. Boston brille. Même Portland reste dans la course. Alors, pourquoi cette narrative apocalyptique circule-t-elle? Parce qu'elle est dramatique et qu'elle fait vendre. Mais confondre défi réel et effondrement total, c'est un peu comme annoncer la mort de McDonald's parce qu'une frite est tombée par terre. Et pourtant, derrière ces records, il y a des signaux faibles. Car si les terminaux se remplissent, l'expérience, elle, change. Les visas deviennent un parcours du combattant, les tarifs douaniers rebattent les cartes, et certains voyageurs commencent à préférer les alternatives. Autrement dit, les aéroports américains ne sont pas vides, mais la partie 2 va vous montrer pourquoi certains couloirs pourraient bientôt le devenir. Partie 2 tarifs, visa, et la nouvelle porte d'entrée Made in Washington. Question pour vous qui regardez Amérique. Avez-vous, oui ou non, déjà renoncé à un voyage à cause d'un visa trop long ou d'un billet devenu hors de prix du jour au lendemain? Dites-le en commentaire et si vous aimez nos décryptages sans filtre, abonnez-vous tout de suite, parce que cette partie 2 va au cœur de la machine. Bienvenue dans le chapitre où la politique commerciale rencontre la file d'attente consulaire. Le tout avec ce ton satirique à l'américaine, parce que si on ne peut pas rire d'une paperasse de 14 pages, à quoi bon? Imaginez l'Amérique comme un parc d'attractions géant. Pendant des décennies, l'entrée était déjà chère, mais la file avançait. En 2025, on a ajouté un péage à l'entrée du parking. C'est le tarif de base à 10% sur, presque, toutes les importations, décidé par décret au printemps avec la possibilité de tarifs plus élevés, réciproques, pour les pays jugés déséquilibrés dans leurs échanges avec les États-Unis. En clair, si vous vendez beaucoup à l'oncle Sam sans acheter autant chez lui, la note grimpe. Et pendant qu'on y est, on redessine au passage des accords bilatéraux Japon en tête sous le sceau de la réciprocité. Washington appelle ça de la sécurité économique. Les économistes appellent ça une hausse des coûts en chaîne. Les voyageurs, eux, découvrent une idée simple. Quand tout coûte plus cher à l'entrée, les billets d'avion, les valises, les pièces détachées des avions, finissent par coûter plus cher aussi. Côté visa, retour au face-à-face. La grande expérience des dispenses d'entretien lancées et prolongées à l'ère Covid a été presque entièrement remballée. À partir du 2 septembre 2025, la règle redevient, tout le monde ou presque passe à l'entretien en personne. Les seules grosses exceptions, les visas diplomatiques OTAN et une petite fenêtre pour les renouvellements B1 et B2 très encadrés. Traduction. Les files s'allongent et les consulats reprennent leur rôle de goulot d'étranglement. Voyage. Et comme une règle n'arrive jamais seule, les rendez-vous dans un pays tiers, la combine classique pour contourner les embouteillages, sont désormais fortement découragés. La ligne officielle est claire. Postulez dans votre pays de nationalité ou de résidence. Il existe des exceptions pour les pays sans consulat américain, mais pour la vaste majorité, la porte se resserre géographiquement. Autrement dit, fini le city break visa à Mexico ou à Dubaï pour gagner 3 mois. On rentre à la maison faire la queue, avec le risque assumé de perdre ses frais si l'on s'obstine ailleurs. C'est sec, c'est net, et c'est fait. Conséquence, le coût temps explose. Le coût argent aussi. Dans le tourisme, le timing est un business model. Un groupe scolaire, un congrès, un festival, ça ne se décale pas comme une réunion Zoom. Et puisqu'on parle de résultats comptables, regardons les chiffres. Tourism Economics, le cabinet qui lit les carnets de commandes des compagnies et les bases du commerce, anticipe désormais une baisse de 8,2% des arrivées internationales sur l'année 2025, alors qu'on espérait encore une hausse en début d'année. Comme une marche arrière à pleine vitesse. Au rayon dépenses, le WTTC, Conseil mondial du voyage et du tourisme, parle d'un manque à gagner d'environ 12,5 milliards de dollars pour les États-Unis cette année, une claque qui ne touche pas que les hôtels et les musées. C'est de la consommation locale en moins pour les chauffeurs, les restaurants, les boutiques et, oui, les taxes de la ville. Reuters l'a résumé sèchement, moins 7% de dépenses internationales attendues sur 2025. Minute, Amérique, vous dramatisez, diront certains. Car le département du commerce a aussi publié un record de 126,9 milliards de dollars de travel export sur le premier semestre. C'est vrai, et c'est intéressant,
On dépense plus par visiteur et le dollar a été costaud, ce qui gonfle les montants en valeur nominale. Mais le volume de visiteurs est, lui, sous pression. Le thermomètre dit fièvre de chiffre d'affaires, la radio dit congestion pulmonaire. Les deux peuvent être vrais. Bienvenue dans l'économie 2025. Revenons à notre péage tarifaire. Un tarif universel agit comme une taxe cachée sur toute une chaîne logistique. Le carburéacteur, impacté via les intrants raffinés. Les pièces aéronautiques, impactées. Les services au sol, les repas, les marchandises en soute, impactées. Les compagnies répercutent, puis arbitrent leur capacité. Si la demande internationale vers les États-Unis devient plus chère et plus incertaine côté visa, certaines lignes marginales reculent. On n'annule pas New York-Londres, mais on pense 2 fois à Boston-Dublin, Miami-Bogota, L.A. Séoul, la périphérie souffre avant le cœur. Et c'est exactement ce que constatent les offices du tourisme. Les marchés qui avaient rebondi, Europe, Amérique du Sud, une partie de l'Asie fléchissent de nouveau. Côté visa, la satire s'écrit toute seule. L'administration dit, l'entretien en personne renforce la sécurité et la confiance. Personne ne va vous reprocher la sécurité. Mais quand les mêmes guichets doivent absorber des millions de demandes supplémentaires sans staff magique, on invente une nouvelle file, la file d'attente numérique pour prendre date. Résultat, les délais officiels s'allongent, et surtout, ils deviennent imprévisibles, le poison numéro 1 du voyage international. Les nouvelles règles précisent d'ailleurs que postuler hors de son pays augmente le risque d'échec et que les frais ne sont pas remboursables. Vous vouliez de la certitude? Vous avez de la loterie. Et Trump dans tout ça? Me demanderez-vous avec votre voix off préférée. Donald Trump est bien le président en exercice et assume la ligne. Réarmer le commerce, réciprocité aux frontières, restaurer l'avantage américain, et si ça crée des remous à court terme, c'est pour, dit-il, une économie plus forte à long terme. C'est la promesse, la marque, le pari. Les décrets tarifaires de 2025, les annonces d'accords sous contrainte, tout s'inscrit dans ce récit. Sur le terrain, les signaux voyageurs racontent une autre histoire. 3 mois de baisse consécutive des arrivées outre-mer, une révision de scénario de plus 9% espérée à moins 8,2% attendue, et des marchés clés qui toussent, de l'Europe à l'Inde. Ajoutez une communication musclée sur l'immigration et l'ordre public, et vous obtenez un cocktail coûteux complexe inquiet. On ne parle pas d'un rideau de fer, mais d'un rideau de scepticisme qui s'épaissit. Alors, où mettons la satire? Ici, faire des États-Unis l'open bar de l'investissement, tout en relevant le prix d'entrée des touristes et en rallongeant la queue du vestiaire. C'est comme ouvrir un nouveau stade et fermer 3 tourniquets sur 4. On peut gagner un match, mais on perd la buvette. Soyons justes, tout n'est pas structurel. Une partie est conjoncturelle, dollar fort, tensions politiques, rumeurs et réalités se mêlent. Tout n'est pas national non plus. L'aérien mondial jongle encore avec des flottes incomplètes, des moteurs à surveiller, des recrutements en retard. Mais 2 leviers américains comptent plus que le reste ici et maintenant. Le prix total d'accès, où les tarifs jouent, et la friction consulaire, où les visas décident. Tant que ces 2 aiguilles pointent vers le rouge, le volume souffre, même si la dépense par tête peut maquiller la vitrine. Commerce international. À ce stade, certains d'entre vous diront, et si on laissait tomber? Doha, Singapour, Toronto, Madrid, c'est très bien aussi. Justement, la concurrence adore le vide. Quand l'accès à l'Amérique devient incertain, les hubs rivaux taillent des offres rapides, simples, prévisibles. Le voyageur n'est pas un soldat. C'est un comparateur de prix avec des sentiments. Il va là où il se sent bienvenu, et où l'on signe son passeport avant la fin du trimestre. C'est humain, et c'est le marché. Nous venons de poser les pièces, un péage tarifaire et un contrôle d'identité consulaire plus serré. Au prochain chapitre, on suivra la trajectoire de l'argent et des routes. Quelles compagnies réaffectent leurs avions, quel hub capte les flux, et qui concrètement ramasse la mise quand l'Amérique met la barre plus haut. D'ici là, dites-nous, vous iriez ou si votre visa pour les États-Unis traîne 3 mois de trop? Commentez, aimez la vidéo, et abonnez-vous à Amérique, la meilleure source d'actualité américaine en français pour ne pas rater la suite. Partie 3, les nouveaux rois du ciel, quand le hub change de continent. Vous l'avez senti, ce petit courant d'air au-dessus de l'Atlantique? Ce n'était pas la clim défaillante d'un vieux terminal américain, c'était le déplacement du centre de gravité aérien. Pendant que Washington débat et que nos aéroports comptent leurs files d'attente comme on compte les moutons, d'autres portent déjà la couronne. Alors, qui sont les gagnants? Et surtout, comment ont-ils piégé le marché comme un quarterback qui lance long sur une défense endormie? Restez avec nous. Cette 3e partie est un tour du monde, version Fasten Your Seatbelt. Dubaï,
l'empire du transit, tu viens pour l'escale, tu reviens pour le rituel. Commençons par l'éléphant, ou plutôt par la 380 dans la pièce. Dubaï n'est plus un aéroport. C'est une machine à aspirer le trafic international. En 2024, DXB a repris sa place de numéro 1 mondial pour les passagers internationaux, avec plus de 92 millions de voyageurs. Oui, 92 millions de gens qui ont tous trouvé un moyen de rater leur sommeil et d'acheter un parfum. Et Dubaï ne se contente pas d'être premier. Il construit déjà le niveau suivant. Le nouvel aéroport Al Maktoum, DWC, est en chantier pour une capacité cible annoncée de 260 millions de passagers par an. Traduction en langage business, si vous cherchez le centre du monde, on met un panneau lumineux. Comment on devient l'aimant planétaire? Par une équation simple. Flotte géante plus correspondance fluide plus stopover sexy. Emirates vous bloque 10 à 24 heures à Dubaï et vous offre l'hôtel avec Dubaï Connect. Vous veniez pour traverser, on vous vend une ville-parc d'attractions. C'est le fast-food de l'aviation, service rapide, packaging clinquant, et vous repartez avec une autre envie de revenir. Satire à l'américaine, mais vérité industrielle. Quand une plateforme promet la régularité d'un drive-in et l'échelle d'un stade NFL, le trafic suit. Et la concurrence? Elle prend des notes. Doha, le petit voisin qui joue en Ligue des Grands. À 40 minutes de vol de DXB, Doha n'est plus la variante discrète. Hamad International a enchaîné les records de passagers en 2024, porté par Qatar Airways, son réseau multicontinent et un stopover calibré comme une pub de Super Bowl, hôtel pacté, formalité fluide, storytelling premium. Résultat, le hub est devenu un carrefour de choix entre Asie, Europe et Afrique, un peu comme si un échangeur d'autoroute s'était transformé en galerie d'art avec jet privé. La leçon stratégique? Dans le Golfe, on ne vend pas seulement des sièges. On vend une expérience de transit qui s'assume luxe, où une correspondance n'est pas une punition mais une parenthèse. Le temps d'attente devient un produit. Et ça, mesdames et messieurs, c'est du marketing digne de Madison Avenue. Istanbul, l'énorme deuxième mi-temps de l'Europe. Cap sur le Bosphore. Si Dubaï est le quarterback, Istanbul est le tight end qui attrape tout. L'aéroport IST s'est hissé au sommet européen en quelques saisons. En 2024, il figure parmi les tout premiers hubs du continent en trafic total, deuxième derrière Londres Heathrow sur l'année. Et dans certains créneaux, la connectivité vers l'Afrique, le Moyen-Orient et l'Asie ressemblent à une toile d'araignée XXL tissée par Turkish Airlines. Moralité. Quand vous reliez plus de pays que n'importe quelle compagnie, votre hub devient l'endroit où tout le monde finit par passer. Version terrain. Hall gigantesque, banque de correspondance qui avale les vagues de passagers, et une offre stopover qui dit franchement la chose. Vous avez quelques heures? Prenez un hôtel, prenez un baklava, prenez Istanbul. C'est la politique du crochet. On vous attrape pour une nuit, on vous garde pour un retour. Istanbul, c'est ce pote qui n'était pas invité à la fête et qui, à 23 heures, contrôle déjà la playlist. Singapour, le hub bijou qui fait de l'ingénierie un divertissement. À l'extrême opposé du style « tout est grand », Singapour joue « tout est parfait ». Changi a bouclé 2024 avec 67,7 millions de passagers, une remontada spectaculaire vers son pic d'avant-crise, dans un aéroport qui transforme la logistique en loisirs, cascades intérieures, jardins, et une efficacité chronométrée qu'un coach NBA jalouserait. Et ce n'est pas fini. Le Terminal 5, projet phare des années 2030, avance pour absorber la suite de la croissance régionale. Singapour ne construit pas un aéroport. Il construit une promesse de ponctualité. Le message aux passagers est limpide. Venez, connectez, respirez, repartez. Et souvent, revenez. Quand la qualité devient un réflexe, la fidélité suit. Toronto et Vancouver, l'astuce canadienne qui fait très mal. Prédédouané, déjà américain. Pendant que certains terminaux américains repoussent, le Canada attire. Pourquoi? Parce qu'il transforme l'obstacle en raccourci. À Toronto Pearson, YYZ, et Vancouver, YVR, vous passez l'immigration américaine avant d'embarquer. Résultat, vous atterrissez déjà aux États-Unis. Vous sortez par la porte domestique, pas par le labyrinthe. Les voyageurs, eux, ont très bien compris la blague. En 2024, YVR a signé un record historique à 26,4 millions de passagers. Et YYZ s'est approché, ou a dépassé selon les décomptes, la barre symbolique des 50 millions, ses meilleures années. US Custom Manned Border Protection. Statistique Canada. Yahoo Finance. C'est le coup du siècle. Externaliser une partie du goulot américain sur des plateformes efficaces et polies comme un loft nordique.
Ajoutez des vols long courriers vers l'Asie et l'Europe, et vous obtenez un Canada Hub, qui mord sérieusement sur le marché nord-américain sans se mettre en scène comme une superpuissance. Le plus ironique, cette fluidité est rendue possible par une coopération officielle des autorités américaines. Comme quoi, quand on veut des passagers, on leur roule un tapis d'immigration. Le manuel des gagnants, 3 tours de magie que tout le monde peut lire, mais que peu exécutent. Tour numéro 1, la capacité aspirateur. Dubaï bâtit DWC surdimensionné avant d'en avoir besoin. Le message aux compagnies, vous ne serez pas à l'étroit. C'est cher, c'est gigantesque, mais c'est un aimant à planification. On met ces lignes là où l'infrastructure ne sera pas le plafond. Media Office. Tour numéro 2, le Stopover Bonheur. Turkish offre la chambre, Qatar vend la mini-escapade, Emirates sublime l'attente. Bref, l'escale devient produit. Vous appelez ça du tourisme opportuniste? Eux appellent ça du remplissage rentable. Condé Nast Traveler. Tour numéro 3, L. Administratif invisible. Le Canada l'a compris. Si l'obstacle bureaucratique disparaît avant le vol, l'expérience à l'arrivée ressemble à une promenade. Et la promenade, en aviation, se monétise en part de marché, fidélité corporate et prime de ponctualité. US Custom Man Border Protection. Pourquoi ça mord si fort? Indice, les passagers votent avec leurs valises. Les voyageurs ont 3 obsessions, le temps, la prévisibilité, les surprises agréables. Les hubs gagnants empilent ces 3 briques. Des correspondances courtes mais fiables, des procédures lisibles, une cerise sur le gâteau, shopping, hôtel offert, jardin intérieur, vous choisissez la saveur. Ajoutez une compagnie Ancre, Emirates, Qatar, Turkish, SIA, qui alimente un réseau tentaculaire, et vous obtenez une économie d'échelle que même un CFO grincheux ne peut pas bouder. Et l'effet de cliquet joue à plein. Une fois que vous avez pris l'habitude d'un itinéraire via DXB, DOH, IST, SIN, YYZ ou YVR, bonne chance pour vous en déshabituer. C'est comme passer de la fibre à la 3G, on ne revient pas volontairement à la lenteur. Soft Power, au contrôle passeport. Ne nous mentons pas, un hub, c'est plus qu'un carrousel à bagages. C'est une vitrine nationale. Dubaï vend l'audace, Doha le premium, Istanbul la passerelle entre continents, Singapour la perfection horlogère, Toronto Vancouver la facilité, pro-client. Chaque tampon de passeport devient un point de soft power, chaque escale un récit. Si vos passagers sortent de l'avion en se disant « c'était fluide », c'est votre image pays qui gagne, gratuitement, à chaque rotation. Et maintenant, vous le sentez, ce twist? Ce n'est pas la fin de l'histoire américaine, c'est la mi-temps. Les gagnants du moment nous montrent la tactique, capacité, clarté, confort. La question n'est pas « peut-on faire pareil ?», mais « quand commence-t-on » D'ailleurs, dites-moi en commentaire, si vous deviez choisir un hub de correspondance pour les 5 prochaines années, lequel garderiez-vous dans vos favoris? Dubaï, Doha, Istanbul, Singapour, Toronto ou Vancouver? Et pourquoi? Votre expérience vaut des kilomètres de statistiques, et elle nourrit la suite de notre enquête. On file en partie 4, on passe de l'autopsie à l'ordonnance. Quelles solutions concrètes pour les plateformes américaines? Qu'est-ce qui peut bouger vite, et qu'est-ce qui demande un chantier à la Dubaï? Abonnez-vous à Home Amérique, activez les notifications, et on se retrouve juste après pour la stratégie, sans jargon, sans langue de bois, et avec le même sens de l'ironie. À tout de suite. Partie 4, les États-Unis face au miroir. Que faire quand vos aéroports ressemblent plus à des musées qu'à des hubs? Mesdames et messieurs, voici le moment de vérité. Après avoir visité les terminaux fantômes américains en partie 1, après avoir décortiqué l'hémorragie en partie 2, et après avoir fait le tour du monde des vainqueurs dans partie 3, il est temps de parler solution. Parce qu'un constat sans ordonnance, c'est comme un vol sans piste d'atterrissage. Vous finissez dans les arbres. Alors, comment l'Amérique, pays des gratte-ciel et des hamburgers XXL, peut-elle espérer remettre ses aéroports au centre de la carte? Ça ne passera pas juste par repeindre les murs d'un terminal. Première piste, reconstruire l'infrastructure, mais version XXL sans ketchup. Regardez JFK, LAX ou Newark. Ce sont des cathédrales du XXe siècle essayant de gérer les flux du XXIe. Les autres construisent des hubs pensés pour 2050. Nous, on bricole encore avec des couloirs qui sentent la moquette humide des années 90. Si Dubaï bâtit un aéroport capable d'engloutir 260 millions de passagers par an, et si Istanbul a déjà des halls plus longs qu'un terrain de football américain, alors pourquoi nos grands hubs se battent-ils encore avec des climatiseurs en panne? La vérité,
c'est que les États-Unis doivent lancer un New Deal aéroportuaire. Des milliards de dollars, oui. Mais surtout, une vision. Parce que repeindre des sièges en plastique ne fera pas revenir Emirates ni British Airways. Un hub moderne, c'est de l'espace, de la fluidité, et cette impression que l'attente est déjà le voyage. Tant qu'on n'a pas compris ça, on reste coincé dans la file d'immigration à Newark. Deuxième piste, réparer le cauchemar administratif et vite. Soyons clairs, ce qui fait fuir les passagers, ce ne sont pas seulement les files, c'est l'expérience bureaucratie made in USA. Vous voulez un visa pour aller voir un Broadway show? Attendez 6 mois. Vous voulez passer la frontière à Miami? 3 heures de queue, un officier mal réveillé, et un tampon qui vous donne envie de repartir. Le Canada a compris le truc. Pré-contrôle américain directement à Toronto et Vancouver. Résultat, les voyageurs atterrissent déjà aux États-Unis, sans passer par nos labyrinthes. C'est simple, efficace, presque trop poli pour être vrai. Pendant ce temps, nous on laisse Newark transformer chaque arrivée en marathon administratif. Réformer ça, c'est pas glamour, mais c'est vital. Digitalisation, délivrance de visas plus rapide, procédures simplifiées. Parce que dans le monde du voyage, le client n'est pas toujours roi, mais il dégage très vite s'il se sent maltraité. Troisième piste, changer de culture, l'attente comme produit, pas comme punition. Les hubs gagnants l'ont compris, l'escale est une vitrine nationale. À Singapour, on vous donne des cascades et des jardins tropicaux. À Istanbul, on vous offre un city tour si vous avez 8 heures de correspondance. À Dubaï, on vous met à l'hôtel gratuitement, avec petit déjeuner inclus. Aux États-Unis, on vous offre un Starbucks hors de prix et des prises électriques qui ne marchent pas. Pas vraiment le même storytelling. Si l'Amérique veut redevenir magnétique, elle doit transformer ses terminaux en expérience. Pas besoin de copier les palmiers en plastique de Dubaï, mais au moins montrer que le passager compte. Des lounges plus inclusifs, des espaces culturels, de la restauration qui ne ressemble pas à un McDonald's sous perfusion. Oui, ça coûte cher. Mais ça coûte surtout plus cher de voir les passagers choisir Toronto ou Doha. Quatrième piste, une diplomatie de l'aviation. Il est temps d'arrêter de croire qu'un hub aérien, c'est juste des pistes et des avions. C'est de la géopolitique pure. Pourquoi Qatar Airways ou Emirates se battent pour obtenir plus de droits de trafic? Parce qu'un vol, c'est du soft power. Chaque avion qui atterrit, c'est un drapeau planté dans la conscience du voyageur. Les États-Unis doivent réapprendre ce langage. Cela signifie négocier, assouplir certains accords bilatéraux, et cesser de penser que le monde viendra de toute façon chez nous. Spoiler. Non. Le monde a désormais des alternatives. Doha, Istanbul et Toronto sont déjà en train de nous le rappeler. Cinquième piste, reconnecter avec l'humain derrière le billet. On l'a vu en partie 2. Chauffeur de taxi au chômage, hôtel vide, guide touristique reconverti en vendeur de sandwichs. Derrière l'effondrement du trafic aérien, il y a une hémorragie sociale. Et ça ne se soigne pas avec des campagnes de pub. La vraie reconstruction, c'est aussi rendre les retombées visibles. Chaque emploi aéroportuaire perdu est une voix en moins dans la confiance envers le système. Si les passagers reviennent mais que les travailleurs restent précarisés, le modèle ne tiendra pas. Un hub attractif, c'est un écosystème complet. Ça demande un investissement dans la formation, la stabilité, et même une nouvelle vision du service. Parce qu'on ne reconstruit pas la réputation d'un pays avec des bornes automatiques qui tombent en panne, mais avec des gens capables de sourire à un voyageur à bout de nerfs. L'Amérique se gère endormie dans sa salle d'embarquement. Soyons honnêtes, pendant des décennies, les États-Unis ont été l'escale par défaut. Comme le fast-food au coin de la rue, pas besoin d'y penser, vous finissiez par y aller. Mais aujourd'hui, les voyageurs ont découvert la gastronomie. Doha, Dubaï, Singapour, Istanbul, Toronto. Et nous ressemblons aux vieux dîners graisseux où les néons clignotent. Peut-on se réveiller? Bien sûr. L'Amérique a toujours eu ce talent de se réinventer après la chute. Mais il faudra accepter une vérité cruelle. Le monde ne nous attend plus. Et ça, c'est la plus grosse gifle depuis la fin de Pan AM. Alors voilà, mesdames et messieurs, le chantier est colossal, mais pas impossible. Les solutions existent, les modèles sont sous nos yeux. Reste à savoir si l'Amérique est prête à investir, à simplifier, à séduire de nouveau. Et vous, qu'en pensez-vous? Si vous étiez à la place de Donald Trump aujourd'hui, que feriez-vous pour relancer les aéroports américains? Investir des milliards dans des terminaux futuristes, réformer les visas, ou transformer chaque escale en expérience culturelle? Dites-le en commentaire, partagez vos idées,
Et surtout abonnez-vous à Zoom Amérique. Parce que la suite, c'est la conclusion. Le moment où l'on quitte la salle d'embarquement pour se demander si l'Amérique va retrouver son vol, ou rester cloué au sol. Voilà, mesdames et messieurs. Nous venons de traverser ensemble les terminaux vides, les stratégies gagnantes des hubs étrangers, et les solutions possibles pour que l'Amérique retrouve ses ailes. Et ce que nous découvrons, c'est simple. Les aéroports sont le miroir d'un pays. Quand ils brillent, la nation brille. Quand ils s'éteignent, eh bien, même Broadway perd de son éclat. Mais attention, ce n'est pas la fin du voyage. C'est peut-être le début d'une réinvention. Après tout, l'histoire des États-Unis est faite de rebonds spectaculaires, de la Grande Dépression à la conquête de la Lune, de l'Internet balbutiant aux géants de la tech. Alors, pourquoi pas un retour en grâce aéroportuaire? La vraie question, c'est, le monde attendra-t-il l'Amérique? Ou bien continuera-t-il de filer par Doha, Toronto, Singapour et Istanbul, en laissant les États-Unis jouer aux contrôleurs aériens, de leur propre déclin? Réfléchissez Y. Parce qu'au bout du compte, un aéroport, ce n'est pas juste des pistes et des avions. C'est une métaphore de puissance. Et aujourd'hui, la puissance américaine ressemble plus à une salle d'embarquement vide qu'à un rêve en première classe. Et maintenant, j'aimerais avoir votre avis. Si vous étiez à la Maison-Blanche, quel serait votre premier décret pour sauver les aéroports américains? Investir dans des méga-terminaux futuristes? Réformer les visas et simplifier les procédures? Ou carrément offrir un hôtel gratuit pour chaque passager en transit, comme le font les hubs du Golfe? Dites-le-moi en commentaire, parce que vos idées comptent. Et surtout, si ce reportage vous a ouvert les yeux, abonnez-vous dès maintenant à Zoom Amérique, activez la cloche des notifications et mettez un gros pouce bleu. Ici, on vous raconte l'Amérique comme personne, avec des faits, avec du mordant, et avec cette pointe d'ironie qui transforme chaque crise en spectacle digne d'Hollywood. Merci d'avoir voyagé avec nous aujourd'hui. À très vite pour le prochain épisode. Et d'ici là, attachez vos ceintures, car l'histoire, elle, ne fait que décoller.